Alors effectivement, moi je vais essayer d'illustrer un peu les différents propos en prenant un angle qui est l'angle de la distribution spécialisée, que je connais bien. Ça fait un peu plus de 20 ans que je gère dans ce milieu-là, et c'est vrai qu'en 20 ans, on a vu beaucoup de changements. Alors, dans ce que je voudrais en fait illustrer, c'est plutôt comment on est capable aujourd'hui, dans un milieu un peu compliqué, de rendre le changement désirable. On a parlé de désirable, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas peur du changement. Il faut savoir leur expliquer, le rendre désirable, leur expliquer le sens des actions, et finalement transformer ce changement en une aventure plutôt extraordinaire. En 2010, nous avons d'ailleurs mené avec Xavier une mission dans ce sens-là, dont je vais vous parler un peu plus tard, chez Virgin. Je voudrais juste dire, comme il y a beaucoup de fonctions RH ici, on a souvent l'habitude de dire que le capital de l'entreprise, c'est son capital humain. Alors, on le dit, on le pense, on le fait peu. La fonction RH est souvent une fonction qui est au service en fait d'un dirigeant qui essaie de pousser parfois certaines idées un peu rudes, en tout cas dans la distribution. Et c'est vrai que souvent vous êtes malmené dans ce que vous avez à porter ou à faire porter dans les entreprises. Alors avant de commencer mon propos, je voudrais juste fixer un petit peu le cadre de la distribution spécialisée. En tout cas, depuis 2008, nous sommes dans un environnement qui est extrêmement compliqué, tout secteur d'activité, que ce soit une partie du textile, que ce soit les biens d'équipement, de la personne, de la maison. Il y a de plus en plus d'acteurs, ça s'internationalise, beaucoup d'acteurs nord-américains sont en train d'arriver aujourd'hui sur le marché français. On a des centres commerciaux qui poussent comme des champignons. Rien que l'année dernière, c'est plusieurs centaines de milliers de mètres carrés commerciaux qui sont arrivés en France. Vous avez une hausse de l'activité dématérialisée avec le e-commerce qui est aujourd'hui en train de prendre un tournant et puis un essor très très fort. Dans bon nombre d'entreprises d'ailleurs, le premier magasin, c'est devenu le site marchand. C'est plus un magasin physique. Le site marchand est devenu le premier magasin. Les résultats se tendent dans les magasins parce que les loyers augmentent, les charges d'exploitation augmentent, et puis vous arrivez dans une situation en fait où le bas de ligne devient compliqué. Le bas de ligne devenant compliqué, la trésorerie se tend. La trésorerie se tendant, eh bien, dans des environnements commerciaux où pendant de nombreuses années, soit la direction commerciale, soit la direction de réseau en fait faisait l'activité de ces entreprises, eh bien, on a une résultante dans ces métiers, c'est qu'aujourd'hui, la finance prend le pas sur le commerce. Voilà. Et ça, dans bon nombre d'entreprises aujourd'hui, on se rend compte que la finance prend le pas sur le commerce. Et qui dit finance qui prend le pas sur le commerce, on part d'un principe que, alors ce n'est pas une critique sur la finance, vous allez voir, je vais vous parler après d'autres choses, et notamment d'éléments de reporting, mais ce qu'on peut quand même constater aujourd'hui, c'est que le top-down redevient en fait une ligne directive dans bon nombre d'entreprises. Voilà. Le top C, donc comme il sait, il impose, ça va vite, c'est sans négociation, c'est de suite, et donc on se retrouve aujourd'hui avec des managers qui n'ont qu'une chose à faire en fait, c'est appliquer les directives qu'ils peuvent recevoir. Alors comme c'est du top-down, c'est souvent assez brutal, et comme c'est souvent assez brutal, c'est pas forcément bien expliqué, c'est pas forcément, on n'y met pas forcément beaucoup de sens derrière, et comme on n'y met pas beaucoup de sens, finalement on ne comprend pas, et comme on ne comprend pas, mais finalement on est en train de mettre quelque chose en place qui n'est pas, enfin en tout cas dans le personnel, n'a pas forcément l'adhésion. Et en même temps, comme la finance contrôle, et que la finance contrôlant, les résultats étant souvent disparates d'un mois à l'autre, l'approche est assez fluctuante. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, les priorités peuvent changer assez régulièrement. Et ça, le manager, lui, il a du mal. C'est-à-dire qu'il y a un cap, on essaie de lui fixer, et puis le fait que ça change tous les mois, eh bien, il a parfois du mal à comprendre quel est le sens, quel discours va-t-il tenir vis-à-vis de ses équipes, comment il va être capable de maintenir la motivation, comment il va être capable de les entraîner sur ces nouveaux objectifs, comment il est capable, lui, d'exister au sein d'un système qui change régulièrement. Alors, la conséquence de tout ça, bien évidemment, c'est que pour lui, le plaisir disparaît.
hein. Quand je vis en permanence en train de changer de politique commerciale, de priorité, et que les collaborateurs ont parfois du mal à comprendre, eh bien on arrive dans une situation en fait où son plaisir disparaît. Et comme son plaisir disparaît, eh bien la traduction souvent de ça, c'est que l'initiative disparaît. Je prends des ordres, je les applique, je n'essaie pas forcément d'en faire un peu plus. L'initiative disparaît, la prise de risque disparaît, je ne manage plus. En fait, je passe mon temps à essayer d'orchestrer au mieux mon activité, mais avec un management qui n'est pas forcément proactif. Et je pourrais même finir en disant, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que les managers aujourd'hui qui se trouvent un peu au fin fond de la France, qui sont assez loin des zones de siège, disent quel chance j'ai aujourd'hui de ne pas être proche du siège, au moins là où je suis, on n'est pas sur mon dos en permanence en train de me regarder, de voir comment ça fonctionne. Donc nous, la démarche dont je vais vous parler, en fait, ça a été de se dire, face à cette situation que bon nombre d'entreprises ont pu rencontrer, que Virgin a rencontré ces dernières années, on s'est dit qu'en fait, il fallait reprendre le chemin de l'action et qu'il n'y avait rien de pire quand les temps étaient durs que de rester immobile, recroquevillé sur soi-même et d'attendre en fait que l'orage passe. On sait que malheureusement l'orage il va durer un certain temps et cet orage étant présent, et on s'est dit il faut réengager nos équipes, il faut donner du sens, il faut leur amener un projet qui leur donne envie aujourd'hui de s'investir à nos côtés, qui comprennent la valeur ajoutée et la place qu'ils ont dans ce projet-là, qu'on leur donne des outils pour pouvoir réussir parce que on parlait de formation, on parlait d'accompagnement, mais bien évidemment, quand on veut changer les choses et quand on attend parfois autre chose de collaborateurs, il faut leur donner les moyens de réussir. Alors ce projet, en fait, nous l'avons appelé à l'époque, en 2010, Client First, puisque nous sommes dans une enseigne de distribution spécialisée. Le client, notre raison d'être, c'est lui qui nous fait vivre. Et là aussi, je pense que vous avez forcément entendu dans chacune de vos entreprises le client au cœur des priorités. Bon, ça rassure toujours. On l'a tous écrit peut-être des dizaines de fois dans nos reportings, dans nos business plans, business models. Ça rassure. En même temps, quand on va chercher derrière quelle est la véritable implication de l'entreprise sur ce client, eh bien, on se rend compte que finalement, le client au cœur de nos priorités, on fait souvent tout l'inverse. Si je prends les systèmes commerciaux aujourd'hui, vous le voyez dans les magasins, comme les temps sont durs, il faut comprimer les frais. Comme on comprime les frais, il y a moins de personnel. Comme il y a moins de personnel, il y a moins d'accueil. On a moins le temps de le former. Et donc finalement, le client au cœur de nos priorités, le client se retrouve tout seul face à lui-même. Et comme il se retrouve tout seul face à lui-même, aujourd'hui, le fait d'aller sur Internet, qui est beaucoup plus simple, dans la mesure où il est obligé de finalement faire par lui-même son choix, et puis éviter parfois une relation qui peut être un peu désagréable, voire inhumaine, et bien finalement, le client au cœur de nos priorités, il s'appelle maintenant de plus en plus le e-commerce. Parce que le e-commerce, je ne m'ennuie pas, à toute heure du jour et de la nuit, je vais sur Internet, je trouve le produit que je cherche, parce que je suis extrêmement bien renseigné, au prix parfois moins élevé que le magasin, et puis avec un service finalement qui peut être lié en fait à j'aime ou j'aime pas, l'ensemble des avis des consommateurs qui finalement vont guider mon achat. Donc quelle est la raison d'être finalement du magasin? Voilà. Donc on s'est dit aujourd'hui qu'on allait, en tout cas à ce moment-là, relancer l'initiative et essayer de changer un petit peu la façon de faire le commerce. Alors, l'idée, bien évidemment, on est dans un environnement de distribution étant d'améliorer les performances. On parlait de performance tout à l'heure. Bien évidemment, quand on veut aujourd'hui changer la façon de faire, ça a une vocation pour nous, c'était d'améliorer les performances de nos magasins. Mais pour améliorer en fait les performances, bien évidemment, il fallait travailler sur cette relation client, redonner envie aux clients de venir dans le magasin, donner envie de pouvoir avoir un conseil, donner envie de pouvoir flâner, prendre du temps, se perdre dans un magasin parce que le magasin devenait un lieu de plaisir et non pas un lieu de contrainte comme on peut souvent le voir. Donc toute la démarche a été en fait d'initier une phase de changement auprès de notre personnel en leur disant la relation via l'arrivée d'Internet, via la concurrence, via finalement le temps, doit être modifiée et nous devons aujourd'hui surprendre, séduire, oser. On parlait d'oser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelles sont les enseignes qui osent? Je veux dire, et pourtant, oser dans le commerce, ça devrait être inscrit dans nos gènes. Je veux dire, il y a des projets qu'on rate,
Il y a des projets qui ont réussi, mais beaucoup de gens aujourd'hui n'osent plus oser. Et donc on a décidé donc, plutôt que d'avoir un projet top-down, de faire l'inverse. Donc on est parti d'une feuille de route qui a été présentée à l'ensemble du réseau, donc des directeurs de magasins, du comité de direction de groupe, en disant, ben voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a une richesse dans nos équipes, on sait qu'il y a un terreau très fertile, on sait qu'il y a une certaine compétence, et cette compétence, en fait, on ne l'utilise pas, on ne sait pas la mettre en avant, uniquement parce qu'on passe notre temps à leur expliquer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils devraient faire, et parce que nous, on sait comment ils doivent faire le commerce au quotidien, et donc, on va vous proposer un projet qui soit un projet différent. Donc la présentation a été faite à l'ensemble des directeurs de magasins en disant, ben voilà, je ne vous donne pas une feuille de course, comme on peut le voir chaque année, ou voilà votre budget, que vous avez forcément validé et accepté, enfin en tout cas voilà votre budget. On va vous dire aujourd'hui ce qu'on veut. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'aller reconquérir nos clients et replacer le magasin au centre en fait d'une ville, d'un centre commercial, avec une véritable dynamique tournée autour des clients. Et donc on leur a dit, on va travailler autour de 3 points. Le premier point, c'est l'envie. Le deuxième point, c'est la satisfaction client. Et le troisième point, en fait, c'est les résultats. Et on va essayer de faire que le magasin devienne, en fait, le terrain de jeu de ces trois données. Alors la première, c'est relativement simple. Et en même temps, dans certains magasins, ça a été compliqué. C'est donner envie aux collaborateurs. Pourquoi moi, collaborateur qui depuis 10 ans, 20 ans, fait pratiquement le métier de la même manière, où on me dit juste finalement tu mets en rayon tes livres, tes CD, DVD, pourquoi aujourd'hui j'irais changer ma façon de faire, alors qu'on considère que j'ai bien fait mon boulot quand j'ai mis en place mes CD, DVD, livres. Quel va être le moteur qui va faire que je vais pouvoir faire autre chose ? Quand on commence à réfléchir en équipe, et chaque manager en fait a fait des mini-réflexions avec ses équipes, on se rend compte qu'ils ont tous des passions, qu'ils ont tous une excellente connaissance, qu'ils ont tous aujourd'hui une grande culture, et que cette culture, en fait, ils la gardent pour eux, ou ils la partagent en dehors de l'entreprise avec leurs amis, mais pas forcément au sein de l'entreprise avec les clients. Donc on a mis en place des mini-ateliers, et puis les gens commençaient à s'alimenter en disant, bah, tiens, si on faisait ça, si on faisait ça, si on faisait ça, ah oui, c'est plutôt pas mal. Et puis finalement, on est même arrivé à se dire, bah, y a des choses qu'on va faire en dehors de chez nous, on se retrouve le soir chez toi, et puis on en discute, on construit un projet, et puis on va essayer de le proposer à nos managers pour le mettre en place dans les magasins. Et donc on est rentré, alors avec plus ou moins de succès selon les magasins, parce que parfois c'est un peu plus difficile selon les sites à faire bouger, à créer une vraie dynamique au sein des magasins et à recréer en fait une véritable envie de faire partager les choses. Et tout ça dans un sens client. Et le rôle des managers à chaque fois était de dire, oui d'accord, mais le bénéfice client, il devient lequel ? Qu'est-ce que tu vas apporter à tes clients et comment lui va pouvoir se dire, tiens, il se passe quelque chose d'un peu extraordinaire dans ton magasin. Puis on est rentré donc dans cette, voilà, je vais vous l'étayer avec un exemple, je développe des idées et puis j'essaie de le mettre vis-à-vis des clients. Puis le rôle du manager a été de dire, oui mais la contribution au final, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter ? C'est une action qui amène de la visibilité de l'enseigne ? C'est une action qui va amener du résultat derrière ? Qu'est-ce que vous avez derrière ? Voilà. Et donc, tous les comités de direction dans les magasins ont travaillé là-dessus. Je vais l'étayer auprès de 2 exemples. Le premier qui est un exemple qui juste développe l'envie. Magasin de Strasbourg, il y a beaucoup de passionnés de catch à Strasbourg. Eh bien, ils ont décidé un jour de faire venir des gens de catch pour faire une dédicace de catch. On n'avait jamais vu ça depuis 5-6 ans à Strasbourg, 100 mètres de queue. Il a fallu mettre des barrières, juste pour avoir des gens qui venaient faire des dédicaces. Montés par le personnel du magasin, des clients forcément ravis, heureux. Chiffre d'affaires compliqué, parce que quand vous avez 100 mètres de queue et que le magasin est plein, chiffre d'affaires, il faut l'oublier ce jour-là. Mais en tout cas, on parle du magasin, ça fonctionne bien, c'est intéressant. Deuxième exemple qui, lui, étaye un peu mieux les trois dominantes, les 3 majeures de ce que nous faisions. C'est un magasin qui est un magasin parisien où ils sont allés démarcher des écoles. Ils sont allés voir, c'était pour Pâques, puis ils sont allés voir des écoles avec des jeunes enfants en disant bah, écoutez, venez, on va organiser un mercredi une chasse aux œufs dans le magasin. Et donc, on va vous créer quelque chose qui va être très sympathique dans le magasin, où on va cacher des œufs, et puis il y aura un parcours. Et vos enfants vont pouvoir passer une après-midi dans le magasin pour faire une chasse aux œufs. Les parents sont invités, et ainsi de suite. Et alors là, dans un quartier un peu difficile, le mercredi, un bus arrive, se gare, et puis trentaine d'enfants, les parents derrière,
une après-midi fantastique. Des collaborateurs qui, là, pour le coup, étaient émerveillés de voir tous ces jeunes, découvrant la culture, discutant avec eux, ainsi de suite. Des parents très contents de rencontrer un magasin, des gens qui étaient là à leur disposition. Et puis, à la fin de la journée, finalement, entre les parents et les enfants, un chiffre d'affaires qui progresse de 50%. Et donc là, on se dit, on a trouvé le vrai modèle, et le modèle qui va être vertueux, où en mettant de l'énergie et en faisant que les collaborateurs s'investissent sur un projet, on arrive en fait à créer de la valeur. Alors, c'est deux exemples. Mais c'est des exemples qui illustrent extrêmement précisément ce qu'on peut faire en dehors d'éléments de reporting. Notre projet, en fait, nous l'avons travaillé avec 4 dominantes. La première des dominantes a été, après, derrière, de comprendre les collaborateurs dans chaque magasin et de dire, ben voilà, comment se situe mon collaborateur par rapport à ce projet, comment il va pouvoir s'inscrire dans ce projet et comment je vais pouvoir le faire adhérer au projet. De cet élément-là, on a créé un deuxième élément qui était une école de vente, en disant, bah oui, on lui demande beaucoup de choses, on lui demande de changer, on lui demande aujourd'hui d'être beaucoup plus proactif vis-à-vis du client, mais il ne l'a pas fait. Il ne suffit pas juste de décréter qu'on va le faire, il suffit parfois de l'armer, de l'aider. Et donc on a créé une école de vente avec un certain nombre de modules sur l'accueil, sur la vente complémentaire et ainsi de suite. Et donc là, le collaborateur, on l'a armé, on l'a surarmé, on l'a rendu beaucoup plus efficace dans sa relation client et surtout beaucoup moins craintif. Parce qu'on a beau être dans des systèmes de vente, souvent, le vendeur a peur du client. Le client, ça impressionne. Déjà, parfois, quand on dit bonjour, il ne dit pas forcément bonjour. Alors, comme il ne dit pas forcément bonjour, on dit, oula, celui-là est mal luné. Et donc, on a peur. Et puis, quand on en a 2, 3, 4 dans la journée, puis à la fin de la journée, on ne dit plus bonjour à personne, de peur qu'il y en ait un qui vous dise. Donc, on l'a armé, on l'a surarmé, et on l'a rendu à l'aise dans cette relation client. Nous avons mis des outils de reporting, parce qu'on parlait de reporting, et c'est le sens du propos, il faut toujours des outils de reporting. Par contre, d'une vingtaine d'outils, parce que là aussi, c'est souvent la force de la finance, on met des outils de reporting pour contrôler les reportings. Donc on arrive à avoir des strates de reporting, et puis à un moment, on ne sait plus quel est le bon reporting, quel est celui qui est... Ça a été relativement simple. On a choisi 5 tableaux, donc présentés dans les magasins, expliqués, 5 tableaux qui n'avaient qu'une conséquence, c'est que la somme de ces 5 actions devait générer du chiffre d'affaires. Ce n'est pas juste de se dire, tu dois faire du chiffre, ceci, non. Si je travaille mon panier moyen, si je travaille mes cartes de fidélité, si je travaille la satisfaction client, eh bien, tous ces éléments-là, on sait qu'à un moment ou à un autre, ça crée du commerce, et ça crée un commerce rentable. Donc, 5 tableaux, animés pour certains de manière hebdomadaire, pour d'autres mensuelle, pour éviter non plus de dire tous les jours, la récurrence du tableau tous les jours, à un moment, en fait, tous les jours, on ne regarde plus. Parce que faire bouger les choses et gérer un changement en disant dès demain, ça se voit et c'est visible partout, pour avoir fait un certain nombre d'entreprises, il faut toujours un peu de temps, il faut amorcer, il faut que ça se lance, il faut communiquer. Et puis nous avons créé un 4e pôle, et qui est un point très très important, et sûrement, et je d'ailleurs finis d'ailleurs par celui-ci, c'est que quand on veut aujourd'hui initier un changement, avoir des outils de pilotage et entraîner des équipes sur du changement, il faut le communiquer, il faut le montrer, il faut le marketer. Et bien souvent, en fait, on considère dans nos entreprises que le chiffre d'affaires, c'est normal. Alors, d'une certaine manière, quand je suis un réseau de magasins, oui, c'est normal que je fasse du chiffre. Mais toutes les initiatives mises en œuvre dans nos activités pour pouvoir développer du chiffre d'affaires, en fait, eh bien, nous ne les valorisons pas assez. Donc nous avons créé, et piloté par des gens d'exploitation, des outils, en fait, au service du pilotage de ces chiffres, donc de ces 5 indicateurs, et au service, en fait, de la mise en œuvre de tout ce qui avait été fait dans les magasins. On a créé d'abord un film, où le président et moi-même, en fait, on s'est mis en scène pour donner envie aux collaborateurs en disant ben voilà ce qu'on attend de vous, voilà comment on aimerait voir le magasin de demain, voilà comment on aimerait vous engager dans cette démarche de changement. Et puis de ça, on a créé un blog. On a créé un blog interne, le blog interne visant en fait à pouvoir partager dans tous les magasins de France et auprès des 1300 collaborateurs l'ensemble des bonnes initiatives faites. Alors l'histoire de la chasse aux œufs, je peux vous assurer que ça a été extrêmement commenté par tous les autres magasins. Superbe initiative, on la reprend pour l'année prochaine. Voilà. Et puis, quand on rentre dans cette compétition, finalement, on se rend compte que finalement, chacun veut être sur le blog. Tiens, on met en avant tel magasin, moi, mon magasin, il n'y est pas.
Donc le directeur et son encadrement et le personnel, ils disent, mais vous avez vu, on parle des autres et nous, on ne parle pas de nous. Il faut faire quelque chose. Et donc on rentre dans une surenchère qui n'est plus une surenchère de tableau reporting, mais qui est une surenchère d'initiative, de prise de risque sur des opérations à monter qui font que finalement on satisfait le client, ça fonctionne bien, et on génère plus de chiffre d'affaires. Et puis comme le blog ne suffisait pas, on s'est dit pour être vraiment sûr que tout fonctionne bien, on a créé une newsletter tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, en fait, on faisait ressortir 3 ou 4 initiatives de l'ensemble du réseau qu'on envoyait pour que ça soit affiché dans l'ensemble des salles de pause pour vraiment continuer à mettre en avant l'initiative. Les résultats ont été probants en 2010. L'indice de clients mystères, puisque bon nombre mettent en place des clients mystères, on a pris 10 points sur une année. 10 points, c'est énorme. Certains magasins ont vu des paniers moyens, des chiffres d'affaires augmenter. Alors, bien évidemment, si je vous disais que ça a été partout une réussite, je vous mentirais. On a toujours aujourd'hui des niveaux, et c'est là où on voit que l'humain est important, parce qu'en fonction de l'humain que l'on peut avoir, il y a des endroits où ça réagit très très vite, et on a de vraies réussites rapides. Il y a d'autres endroits où la mise en œuvre est plus délicate. Il faut savoir revenir, essayer de trouver les bons leviers, les bonnes ressources, savoir les engager pour pouvoir obtenir nos résultats. Mais ce qui est important, c'est que finalement, les résultats que nous avons eus en 2010 ne sont pas des résultats qui ont été menés par des reportings et par une approche top-down. C'est par l'inverse, par l'engagement des équipes au travers d'un projet, au travers d'initiatives qu'il a fallu dans le temps maintenir, et toute la difficulté après derrière, ce n'est plus de créer des initiatives, c'est de maintenir le niveau d'engagement et de faire que les gens restent toujours aussi créatifs et proactifs dans leurs relations clients. Les outils de reporting ne servant finalement qu'à sanctionner le succès. Voilà. Donc une approche, en tout cas novatrice à l'époque, pour avoir passé beaucoup de temps dans les groupes comme PPR ou d'autres, avec une prise de risque de la part de nos actionnaires. Quand on dit aujourd'hui on va laisser un peu d'initiative au terrain et puis on va éviter d'avoir quelque chose qui descend, c'est pas forcément gagné d'avance. Surtout en plus quand on dit qu'on va se faire accompagner par un consultant qui est là pour nous expliquer qu'on peut faire les choses parfois un peu différents parce qu'on est pris par notre quotidien. On peut avoir aujourd'hui, et on a des résultats qui sont souvent assez spectaculaires et probants. Et je peux vous assurer qu'en tant que directeur de réseau, ce qui était mon cas à cette époque-là, c'est beaucoup plus agréable. Parce que quand vous faites le tour des magasins, dans des environnements difficiles, les gens, on la pêche. Les gens vous regardent avec des sourires. Quand vous regardez le blog, vous allez échanger sur leurs initiatives. Il y a une très forte valorisation des individus, une forte adhésion à l'entreprise et à ses valeurs. Et donc vous rentrez sur un modèle qui est très très vertueux. Voilà, donc c'était pour illustrer le propos de Xavier.